Bonjour à tous, bienvenue au Parlement européen où nous recevons aujourd'hui un duo de présidents représentatifs des deux continents liés par l'histoire et la géographie, l'Europe et l'Afrique. Il y a 10 ans exactement est née la stratégie Afrique-Union européenne, laissant derrière eux les complexes de la colonisation. Ces deux partenaires entendent désormais renouer des liens d'égo à égo, mais un continent très vieux fait face à un beaucoup plus jeune. 25% de la population européenne a moins de 25 ans, tandis que 60% de la population africaine est dans ce cas. L'Union européenne et les 28 sont d'ailleurs les premiers donateurs avec 21 milliards d'euros d'aide au développement à l'Afrique en 2016. Mais ils y sont aussi les premiers investisseurs dans ce continent avec un tiers des investissements directs. Et puis, n'oublions pas que selon l'Organisation internationale pour la migration, 160 000 Africains ont traversé la Méditerranée cette année et malheureusement, 4 220 d'entre eux y ont perdu la vie. Les questions donc de terrorisme et de sécurité restent prégnantes avec 7 missions civiles et militaires déployées en Afrique par l'Union européenne. Et puis, évidemment, nous allons en parler aujourd'hui avec deux invités qui connaissent très bien cette problématique puisqu'il s'agit d'Antonio Tajani, président du Parlement européen. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes italien, mais votre Parlement représente les 500 millions d'Européens. Et puis, vous êtes aujourd'hui face au président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Bonjour. Bonjour. Pays de 4,5 millions d'habitants, l'un des plus pauvres du monde, quoique riche en minerais. Tous les deux, première analyse, premier bilan, on est 10 ans après l'adoption de la stratégie commune Afrique-Union européenne. Quel bilan vous faites? On commence par vous, Monsieur le Président. Bilan, tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler justement de notre coopération, de notre partenariat avec l'Union européenne. Vous l'avez si bien rappelé, un partenariat très important puisque l'Union européenne aujourd'hui la première institution qui finance l'aide au développement en Afrique. Et dans mon cas, dans le cas de la République centrafricaine, effectivement, c'est le premier partenaire. Évidemment, il y a des progrès. Il y a des progrès dans ce sens, mais ces progrès n'ont pas permis justement de régler un certain nombre de problèmes, notamment des questions de développement, qui sont aujourd'hui à l'origine des questions que vous avez soulevées de migration et tout. Et c'est pour nous aujourd'hui l'occasion de pouvoir, dans le cadre de ces échanges-là, voir dans quelle mesure réorienter et ou avoir des visions de nous. Les pays africains. On n'est pas allé assez vite pour vous, Antonio Tajani. Vous plaidez d'ailleurs pour la mise en place d'un véritable plan Marshall pour l'Afrique, venu des Européens en l'occurrence. Oui, absolument, oui. Il faut bien sûr regarder à l'Afrique avec les lunettes africaines, pas avec les lunettes européennes. C'est pas la nouvelle colonisation, sont d'autres qui essaient de faire une nouvelle colonisation en Afrique, pas nous. Et il faut faire des investissements avec une stratégie pour l'Afrique. Ce n'est pas la façon de donner de l'argent à droite, à gauche. Il faut avoir une stratégie et il faut l'étudier avec les Africaines pour le développement de ce continent. Nous avons l'intérêt à la stabilité, à la lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pauvreté, pour la stabilité dans tous les pays de l'Union africaine. Et donc, il y a un plan d'investissement de 3,4 milliards d'euros qui a été approuvé par le Parlement européen. Bien sûr, ça ne suffit pas. Pas assez. Il faut aller jusqu'à 40 milliards pour pouvoir déclencher finalement exactement, un avec un effet levier de 400 milliards. C'est-à-dire dans les prochains budgets de l'Union européenne, je pense qu'il faut mettre plus d'argent pour une stratégie, pas seulement pour la coopération en tant que telle. Il faut avoir une vraie stratégie politique. Et le budget doit être un instrument pour développer cette stratégie politique, pour renforcer les liens entre nous et l'Afrique. Alors l'an dernier, c'est vrai que votre pays, la République centrafricaine, était classée comme pire endroit pour vivre pour un jeune sur un indice international de 183 pays parce qu'effectivement, il y a un système d'éducation qui est mis à mal, notamment par une flambée de violence en 2013. 2 adultes sur 3 sont analphabètes. Qu'est-ce que vous attendez sur ce chapitre-là, concrètement, de l'Union européenne? Eh bien entendu, mais nous avons toujours réclamé un plan Marshall, un véritable plan Marshall pour le continent africain. Et je salue donc cette initiative. Mais ce plan Marshall doit tenir compte de notre vision
de la vision des Africains pour permettre justement de résoudre les problèmes que nous connaissons, parce que toute action qui ne prend pas en compte notre propre façon de voir les choses est forcément vouée à l'échec. Donc, pour résoudre justement ce problème, il faut agir sur ces problèmes de développement, notamment une préoccupation sur la population qui prend en compte les problèmes de l'éducation, les problèmes des besoins sociaux de base, notamment l'eau, parce que nous connaissons des problèmes de sécheresse, de manque, et aussi de santé. Et il y a aussi les conflits qu'il faudrait résoudre. Et les conflits prennent leur essence dans le manque de développement. Et vous avez soulevé la question aujourd'hui, nous rentrons dans l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, l'Internet, tous nos jeunes regardent, c'est un village planétaire. Et donc, regardent et ont envie d'aller chercher ailleurs, finalement, le travail qu'ils ne trouvent pas, ou en tout cas le développement qu'ils ne trouvent pas suffisamment. À tort, souvent, on va en parler. Le 29 et 30 novembre 2017, 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'occasion donc pour 60 chefs d'État et de gouvernement de mettre l'accent notamment sur la coopération et puis sur l'avenir de cette jeunesse. On regarde ce reportage. Des solutions qui se veulent concrètes ont été prises à l'issue de cette réunion, rajoutée dans l'urgence à la demande de la France au planning du 5e sommet Europe-Afrique. Les dirigeants présents ont ainsi décidé de permettre l'évacuation dans les jours ou les semaines à venir des migrants souhaitant quitter la Libye. Ces évacuations se feraient sous le contrôle de l'Office international des migrations. Autre décision qu'avait d'ailleurs annoncée sur l'antenne de France 24 le président français, renforcer la coopération policière contre les trafiquants d'esclaves. Mais il y a une action policière renforcée que nous devons conduire pour démanteler ces réseaux. Nous allons le faire. Ce que je souhaite aussi que nous puissions faire, c'est procéder à des sanctions dans le cadre de l'ONU contre ces passeurs. L'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU se sont engagés à geler les avoirs des trafiquants identifiés. Tous les participants s'entendent toutefois sur un point, la seule solution durable, et c'est celle qui est la plus aléatoire à mettre en place, c'est que la Libye retrouve une stabilité politique. Une campagne de communication va aussi être mise en place pour décourager ceux qui cèdent aux sirènes des passeurs promettant monts et merveilles, selon les mots d'Emmanuel Macron. À l'ouverture du sommet Europe-Afrique, le président ivoirien Alassane Ouattara avait appelé la jeunesse africaine à ne pas se lancer à l'aventure au péril de sa vie. Alors, on voit bien que ce qui coince aussi entre l'Union européenne et l'Afrique, ce sont ces chiffres. 160 000 Africains qui ont traversé la Méditerranée cette année, plus de 4 000 qui sont morts. Ces migrations sont devenues un véritable problème, et même une question humanitaire. Absolument, oui. Et il faut essayer de résoudre le problème. Les Européens sont préoccupés par l'immigration illégale, et on n'est pas capable de recevoir, d'accueillir dans toute l'Europe ceux qui seront aussi dans l'avenir de plus en plus des immigrés qui chercheront du travail. Donc nous pensons qu'il faut résoudre les problèmes en Afrique. Et personne ne demande de quitter sa maison, son pays, pour aller ailleurs. Et donc, il faut les aider à travailler chez eux. Il faut travailler pour la croissance, contre la pauvreté, contre le développement. Et moi, je pense à des investissements européens, mais aussi une vraie diplomatie économique, c'est-à-dire aussi utiliser les privés et les entreprises européennes, les savoir exporter, les savoir-faire européens en Afrique pour avoir des petits et moyens entrepreneurs aussi là-bas. Oui, mais est-ce que quand on propose ça et quand les Allemands proposent avec vous un plan Marshall, il n'y a pas un sous-entendu, est-ce qu'il n'y a pas dans leur tête aussi l'idée que finalement c'est un troc, c'est-à-dire qu'on vous dit gardez les gens, il ne faut plus de migration, etc. Et en échange, on vous aide. Est-ce que justement on est en train de subordonner, est-ce que vous avez cette crainte, l'aide humanitaire à la question de la migration? Pourquoi nos jeunes sont obligés de partir? C'est parce qu'il y a des problèmes. Ils sont obligés de partir pour rechercher mieux. Et comme vous le dites, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est du travail, c'est le bien-être. Aujourd'hui, ils regardent, ils sont qui ne sur trouvent le pas net. En Europe. Peut-être qu'il faut que vous le disiez aussi à cette jeunesse, qu'ils se retrouvent quand même déclassés, dans des conditions très précaires aussi en Europe. Effectivement, mais quand il y a les conflits, quand ils ne trouvent pas du travail, quand il n'y a pas de perspective,
eh bien évidemment, ils pensent que c'est mieux ailleurs. On a dit, on est en train de signer un certain nombre de pactes migratoires. Est-ce qu'on est en train de conditionner notre aide, notre soutien à justement le fait de stopper les flux migratoires? Est-ce qu'on est aussi cynique que ça? Cela, ça vaut pour la Turquie et ça vaut pour la Libye. Mais c'est un morceau de la stratégie. Il faut avoir une vraie stratégie pour la croissance, pour le développement. Nous avons besoin de bonnes relations avec les Africains. Par exemple, nous sommes un continent industriel. Les Africains ont la chance d'avoir des matières premières. On peut faire des accords aussi, pas de colonisation. Il faut faire des accords à niveau commercial dans ce domaine des matières premières, essayer d'avoir des échanges. Donc, renforcer le dialogue et renforcer les échanges, donc, et réduire l'immigration. Bien sûr, dans l'avenir, nous aurons besoin de travailleurs africains, mais il faut avoir pas d'une immigration sans contrôle, comme disait Monsieur le Président. Il faut avoir des jeunes Africains bien formés qui peuvent travailler chez nous, mais ils arrivent, ils seront en Europe pour travailler, pas pour faire des esclaves à la campagne. On a commencé à parler aussi... Il faut travailler avec une stratégie. C'est très important, et vous l'avez souligné, de la situation sécuritaire et de ce rapport finalement à l'état de droit de cette jeunesse. Dans votre pays, Monsieur le Président Touadéra, vous avez été embourbé dans un conflit depuis le renversement en 2013 du président François Bozizé par une coalition pro-musulmane qui a entraîné une contre-offensive de milices pro-chrétiennes autoproclamées d'autodéfense. 600 000 personnes déplacées, 500 000 réfugiés dans les pays voisins. Qu'est-ce que vous attendez, là encore, alors à la fois des forces internationales et puis plus généralement de l'Union européenne? Je voudrais tout d'abord intervenir sur un aspect que vous venez de dire, chrétien-musulman. Il faudrait... Pour nous, en Centrafrique, ce conflit qu'on a voulu présenter comme un conflit, disons, chrétien-musulman ou problème religieux, non. Pour nous, ça, c'est de la manipulation. Alors, aujourd'hui, il y a cette crise, effectivement, c'est une un regain de violence, en tout cas. Politique et qui est à base de problèmes de développement. Aujourd'hui, si on essaie de travailler sur les problèmes de développement, c'est-à-dire apporter le soutien à la population, répondre à leurs préoccupations. Je pense que nous... Là, ça va au-delà. Vous avez les casques bleus, alors, 12 000 qui sont à nouveau missionnés, etc. Il y a des problèmes sécuritaires bien réels. C'est vrai. Et on doit agir sur le concret aujourd'hui pour justement arrêter ces regains de violence. Et nous y travaillons avec une stratégie, notamment dans le cadre du programme de DDR, pour le désarmement et démobilisation et réintégration des ex-combattants. Nous travaillons également sur un processus de dialogue politique. Et vos forces sont formées par l'Union européenne à travers le projet Bécou, consolider la police, la justice et les fonctions régaliennes. C'est pour nous l'occasion de remercier. Vraiment, voilà un genre de coopération que nous remercions l'Union européenne pendant cette crise, même bien avant. Pendant cette crise et après, nous avons eu vraiment le soutien de l'Union européenne et nous voulons profiter de ce plateau pour remercier l'Union européenne pour toutes ces actions. Aujourd'hui, dans le cadre de la restructuration des forces de défense et de sécurité, nous avons une mission de l'Union européenne, l'EITM, qui forme nos militaires. Aujourd'hui, il y a déjà un bataillon qui est formé, un deuxième sera formé d'ici la fin... Et donc vous dites ça marche, ça marche. Parce que oui, à travers ce continent africain, c'est vrai que l'Union européenne a été amenée à s'engager de plus en plus. On a dit la France au Mali, mais elle a été ensuite soutenue par l'Union européenne. Il y a 7 missions d'opérations extérieures en ce moment sur ce continent africain de l'Union européenne. Bien sûr, la sécurité et la stabilité sont des priorités pour nous. Il faut gagner les défis contre le terrorisme. C'est un fléau pour l'Europe, c'est un fléau aussi pour l'Afrique. Regardez ce qui se passe à Boko Haram. Il y a eu, il y a quelques jours, une attaque à Nigeria. On a tué dizaines et dizaines d'hommes et de femmes dans une mosquée, mais on va faire dans les églises. Donc le terrorisme aussi utilise les religions pour s'engager, mais il faut toujours se rappeler qu'ils tirent en nom de Dieu, tirent contre Dieu. Donc il faut le dire aussi à ceux qui s'engagent dans ce domaine en disant je le fais pour la religion. C'est pas vrai, il a raison le président, il ne faut pas
essayer de mêler la religion avec la politique et utiliser la religion pour faire de la politique. Mais ici, les terroristes utilisent la religion, le fondamentalisme pour faire du terrorisme, pour essayer d'avoir des jeunes. Donc la bonne façon, c'est de réduire le chômage et le développement. Et il faut bien empêcher que les fondamentalistes qui arrivent de Raqqa et de Mossoul vont travailler en Afrique. Il y a Boko Haram qui est déjà fort, il faut les battre. Moi et nous soutenons le G5, qui est l'organisation du pays de l'Afrique subsaharienne qui se bat contre le Boko Haram, que c'est un vrai fléau allié de terroristes en Afrique et des terroristes qui sont en Europe. Donc, il faut s'engager tous ensemble parce que c'est une priorité, gagner ce défi contre le terrorisme. Ils essayeront aussi d'utiliser les immigrés pour mêler parmi les immigrés des terroristes pour les envoyer en Europe. Donc il faut être très attentif, mais on peut gagner seulement s'il y aura une très bonne coopération entre les Africains et les Européens. D'égal à égal surtout. Hein. Ça y est, il y a eu ce rééquilibrage post-colonial, il a eu lieu. Nous pensons que nous travaillons, il faudrait que les visions des pays africains soient partagées, échangées et soient prises en compte. Je crois que c'est comme ça que nous allons gagner ce pari et à la fois pour régler ces problèmes de migration non contrôlés et aussi de développement. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. À tout de suite, juste après la pause. À l'affiche, présenté par Louise Dupont. À l'affiche vous emmène pour une découverte culturelle des territoires palestiniens, carrefour des civilisations et des trois grandes religions. Cette partie du monde est depuis des siècles lieu de brassage et de tension. Les artistes palestiniens nous racontent leur quotidien entre espoir et résistance. Ne manquez pas nos deux émissions depuis Ramallah et Bethléem en Cisjordanie. À l'affiche, à voir sur France 24 et sur France24.com.